Arbinda aujourd'hui, hier, Yirgou, et à chaque fois l'État n'a pas été capable d'anticiper. Voici en quelque sorte le reproche du CFOP au gouvernement sur les affrontements intercommunautaires meurtriers qui secouent le Burkina depuis quelque temps déjà. L'opposition politique s'est exprimée sur la question en conférence de presse ce 2 avril. Et pour éviter de s'enfoncer dans la crise, le Premier ministre veut organiser une grande concertation. Christophe Marie-Joseph Dabiré consulte donc les formations politiques et les associations. Il a reçu dans ce cadre ce matin une délégation de la CODER. Et puis sur le continent, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika vient de démissionner après près de 2 décennies passées au pouvoir. L'information vient de tomber. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Comme annoncé en titre, l'information vient de tomber, elle émane de la télévision nationale algérienne. Le président Abdelaziz Bouteflika vient de démissionner. Il a déposé sa démission au Conseil constitutionnel. C'est donc une page qui se tourne en Algérie. Abdelaziz Bouteflika était au pouvoir depuis 2 décennies maintenant. Depuis qu'il a annoncé qu'il allait briguer un 5e mandat, il subissait déjà une pression énorme de la rue à laquelle est venue s'ajouter celle de l'armée qui se faisait de plus en plus pressante. L'armée qui a demandé à Abdelaziz Bouteflika de démissionner sans attendre. Eh bien, c'est chose faite, le président algérien s'en va. Abdelaziz Bouteflika démissionne. Le président algérien a notifié dans la soirée au Conseil constitutionnel sa décision de mettre fin à son mandat. L'information a été annoncée par l'agence de presse officielle. Âgé de 82 ans, Abdelaziz Bouteflika était au pouvoir depuis 1999. Depuis 1 mois et demi, il était poussé vers la sortie par les Algériens. L'armée avait également pris ses distances. Pas plus tard que cet après-midi, le chef d'état-major avait d'ailleurs exigé cette démission du président, indiquant qu'il ne reconnaissait plus l'autorité du président. Reste maintenant à savoir comment réagiront les Algériens. Dans les slogans de leur manifestation, ils réclamaient non seulement le départ de Bouteflika, mais aussi celui de tous les caciques du régime. Retour au Burkina Faso avec cette information sécuritaire à Arbinda, dans la région du Sahel, province du Soum, située entre Dori et Togomaël. Des affrontements a priori, je dis bien, a priori intercommunautaires auraient fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Les forces de défense et de sécurité se seraient déployées sur place où la situation serait toujours tendue. Eh bien, cette actualité s'est invitée à l'hebdomadaire conférence de presse du CFOP ce matin, l'opposition politique qui accuse l'État de laxisme et de manque d'anticipation. Rémi Lambert-Nébier. Yirgou, Zouaga à 2 reprises et maintenant Arbinda. Les foyers de crise intercommunautaires et intracommunautaires se multiplient au Burkina Faso avec des facteurs déclencheurs diversifiés. Mais l'opposition, elle, pointe du doigt le silence des autorités gouvernementales. Pour l'opposition politique, le gouvernement burkinabé est coupable de passivité si l'on considère que malgré les alertes rouges successives, des dispositions n'ont pas été prises pour éviter ces affrontements. Il est incompréhensible et inadmissible que dans une république, des citoyens massacrent d'autres citoyens sans que la justice ne lève le petit doigt. Le gouvernement doit plus qu'un communiqué à notre peuple. Il doit des explications à ce peuple déjà meurtri par des massacres et des tueries antérieures et récurrentes. Il le faut si nous ne voulons pas que nos concitoyens perdent définitivement espoir. Pour les chefs de file de l'opposition politique, le gouvernement doit faire preuve d'anticipation. On pense quand même que quand il y a eu des cas où on n'a pas pu prévenir ces massacres-là, on doit quand même quelque part donner l'exemple. Ne serait-ce que par le fait qu'on s'en saisisse assez rapidement, que la justice joue son rôle, que ça sert de leçon, au moins les autres seront prévenus pour ne pas que ça se fasse. Mais malheureusement, on a un peu l'impression que les choses se font, on assiste, et puis on condamne, et on promet qu'il y aura des enquêtes, et puis les gens ne voient rien venir. Donc ça donne aussi du courage à ceux-là qui ont aussi ces ambitions macabres-là à aller de l'avant. Le sens de l'anticipation, c'est également ce que l'opposition demande au gouvernement pour éviter la grève du 17 au 19 avril prochain annoncée par le SYNCHA. L'opposition invite le gouvernement à entamer sans délai des négociations pour la levée de ce mot d'ordre. Ces négociations sont nécessaires pour éviter que la tension entre les deux parties aboutisse à une dégradation malheureuse
les conditions sanitaires des patients. La parole donnée doit être respectée. Le CFOP a réitéré sa volonté de rencontrer le président du Faso dans le cadre du dialogue annoncé par le Premier ministre hier 1er avril. Mais d'ores et déjà, il invite à un dialogue franc et, je cite, dénué de tout calcul politicien. Et justement, dans le cadre de ce dialogue et en vue de la grande concertation à venir, le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré a reçu une délégation de la CODER ce matin. Et c'est logiquement que la réconciliation nationale était au centre des échanges. Je vous propose d'écouter le président de la CODER, Ablassé Ouedraogo. Nous sommes tous radieux. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Dabiré, nous a invités pour une séance d'échange sur la situation nationale. Nous y avons répondu positivement et nous n'avons pas été déçus de ce que nous avons pu entendre de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il nous a rassurés que la réconciliation nationale était une nécessité impérieuse pour notre pays et il nous a aussi confirmé que c'était un impératif catégorique si on voulait construire la nation Burkina Faso. Ce qu'il a dit, qui nous réconforte, c'est qu'il est en train d'amorcer un dialogue sur l'instruction de son Excellence le Président du Faso. Et nous sommes convaincus, et il a dit que c'était son intime conviction, que d'ici la fin de son mandat, le processus de la réconciliation nationale allait pouvoir démarrer. Nous le savons tous, il ne saurait y avoir de réconciliation nationale si tout le monde n'est pas ensemble, si tout le monde n'est pas présent. Et nous avons expliqué au Premier ministre la nécessité de faire retourner tous les exilés burkinabés qui se trouvent actuellement hors du territoire national, parce qu'il ne saurait y avoir de réconciliation nationale si d'autres personnes ne se sentent pas concernées. La réconciliation nationale, c'est l'affaire de tous les Burkinabés et ensemble. La réconciliation nationale, oui, mais la justice aussi, et peut-être même d'abord, disent certaines organisations de la société civile. Eh bien, tout cela nous amène au procès du putsch manqué de septembre 2015. La lecture des éléments vidéo dans le cadre de la présentation des pièces à conviction s'est poursuivie aujourd'hui. Et je vous propose de suivre le résumé de l'audience de ce 2 avril. Il est donné par Roméo Koeta. Les premières vidéos à être diffusées sont celles relatives aux différents communiqués du CND, le Conseil national pour la démocratie, lus par le médecin-colonel Mamadou Bamba à partir du 17 septembre 2015 à la télévision nationale. Sur ces différentes vidéos, les différentes parties ont fait peu de commentaires, d'autant plus que le colonel Bamba lui-même, appelé à la barre, a affirmé qu'il n'avait rien à dire. La deuxième série de vidéos projetées montre des militaires habillés dans la tenue léopard de l'ex-RSP au niveau du carrefour de la télévision BF1 menant la présidence du Faso. La plupart des militaires étaient armés de Kalachnikov et avaient érigé des barricades en ces lieux. D'autres vidéos projetées montrent comment le matériel de la radio Savane FM a été nuitamment emporté. Dans une caméra cachée qui a filmé la scène, on voit plusieurs éléments de l'ex-RSP pénétrer dans les locaux de la radio et y ressortir avec du matériel. La radio La Fille de Zorgo, elle, n'a pas eu cette même chance, si on peut le dire ainsi, parce que les locaux ont été complètement saccagés et tout le matériel a été incendié. Le témoignage du directeur général de la radio et de ses agents attribue ces actes de vandalisme aux éléments du RSP qu'ils disent avoir identifiés. Dans les éléments vidéo présentés, il y a aussi eu des témoignages de victimes. Lundi, par exemple, a été copieusement bastonné par les éléments de l'ex-RSP au niveau de l'hôtel Laïko. Il a même présenté les séquelles de la bastonnade sur son dos. L'autre est un jeune d'une quinzaine d'années qui a frôlé la mort parce qu'il a grièvement reçu une balle à la tête alors qu'il s'était réfugié dans le kiosque de son oncle.
La dernière pièce à conviction à être diffusée, c'est la vidéo dans laquelle le fils du général Gilbert Diendéré l'accueille lorsque ce dernier venait d'être raccompagné à la maison par sa sécurité à son domicile. Le fils l'appréhende avec une caméra en train de filmer son arrivée et dit, je cite, « C'est un moment historique. Mon papa, président du Faso, il faut que je filme ça. » Ce dernier élément met fin à la série de vidéos diffusées ce jour. Les débats sur ces différentes pièces à conviction, c'est pour demain mercredi. Tout autre chose, et on parle des finances maintenant et de cette Assemblée générale, la 16e de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina. Une nouvelle équipe dirigeante a été appelée aux commandes et des bilans et les perspectives ont été dressés. Le compte rendu de Luc Pabelgem. C'est un bilan de l'année 2018 marqué par de multiples braquages avec des pertes en vie humaine que dresse l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso. La 16e Assemblée générale ordinaire de l'association regroupant 68 institutions de microfinance répond au souci de rendre compte de la gestion de l'année écoulée dans le délai aux membres. Cette Assemblée générale consiste à faire la reddition de comptes aux membres, puisque, comme je le disais, l'ensemble de nos 68 membres est représenté et nous devons leur rendre compte de la gestion des activités de l'association au cours de l'année 2018 et les présenter aussi les grandes réalisations à venir pour l'année 2019. Et nous échangerons certainement sur les préoccupations du secteur et éventuellement nous allons faire le renouvellement des organes dirigeants. C'est une nouvelle équipe qui est chargée de la conduite des affaires de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso. Azaratou Sondo, la présidente entrante, compte mener la maison commune à bon port. Et 2018 a été une bonne année pour nous, parce que nous avons pu réaliser nos activités avec un taux de 82%. Et on a pu aussi mobiliser à plus de 100% les cotisations auprès des membres. Cependant, il faut signaler qu'au niveau des membres, ça n'a pas été facile du fait de l'insécurité. Au regard de quelques chiffres, les systèmes financiers décentralisés continuent d'étendre leur portée et de remplir leur rôle de système alternatif d'accès aux services financiers. Le nombre de clients de ces systèmes financiers connaît une hausse, passant de 1 945 964 à 2 148 891. À côté de ces indicateurs positifs se trouvent des institutions qui ne présentent pas des santé financières reluisantes. Une situation qui a conduit la tutelle à renforcer les mesures d'assainissement du secteur de la microfinance en vue de garantir sa stabilité. Le développement économique, la lutte contre l'insécurité alimentaire ou encore la préservation de l'environnement, le tout mis ensemble en milieu rural. Et vous avez le concept des éco-villages. Eh bien, après près de 3 ans de préparation, le projet a été officiellement lancé en présence du ministre de l'Environnement et une délégation de la FAO. Jane William Somda pour le compte rendu. Parti de l'engagement du président du Faso de faire du milieu rural burkinabé un exemple en matière de développement, le concept éco-village est en passe d'opérationnalisation. Après 3 années de gestation, puisque formulé en 2016, le projet éco-village a été officiellement lancé ce 2 avril par le ministre en charge de l'Environnement avec le soutien de la FAO. Concept nouveau avec lequel il faudra dorénavant se familiariser, les éco-villages devraient changer la face du milieu rural burkinabé à l'horizon 2020. Dans un éco-village, aujourd'hui, l'électrification rurale doit permettre aux populations de pouvoir vivre décemment. La sécurité alimentaire, la préservation de l'environnement, voilà des concepts qui, réunis dans un village, doivent être un modèle. Si vous arrivez dans ce village, vous devez savoir que vous êtes dans un village éco, puisque les gens vivent en respectant les normes de protection, mais tout en accroissant bien sûr les revenus pour leur permettre de vivre au mieux et de ne pas venir en ville. Parce qu'aujourd'hui, c'est de pouvoir éviter la migration vers les grands centres en créant les conditions pour permettre à la population de vivre mieux chez soi, c'est-à-dire rester bien et vivre mieux au village.
Soutenu par la FAO à travers un appui financier estimé à 315 000 $ US, soit la bagatelle de 180 millions de nos francs sur une période de 24 mois, le projet Éco-Village est perçu par l'organisme international comme un modèle de développement durable et de démocratie à la base. Le soutenir ne souffrait donc d'aucune ambiguïté. Nous considérons que ce projet est un projet innovant. Comme M. le ministre disait tout à l'heure, dans Éco-Village, il y a éco et il y a village. Quoi de mieux que de faire du développement dans des villages, mais aussi en pensant à l'avenir de nos enfants, dans un cadre où l'environnement est protégé, dans un cadre aussi où l'alimentation est de meilleure qualité, et donc pour assurer un développement plus harmonieux, durable pour les populations actuelles, mais aussi construire pour les populations, pour les générations futures. À travers le concept Éco-Village, dont la phase actuelle concernera 2000 villages, le gouvernement burkinabé espère renforcer la gouvernance locale, la préservation de l'environnement et la promotion de l'entrepreneuriat en milieu rural. Et place maintenant à l'invité de ce journal. Nous recevons sur ce plateau ce soir M. Ibrahim Belem. Il est le directeur général de l'efficacité énergétique. M. Belem, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là dans le cadre de la 3e édition de la Semaine des énergies et des énergies renouvelables d'Afrique à la CERA. Oui, merci. Et avant tout propos, j'aimerais, au nom du ministre de l'Énergie et au nom de tous les membres du Conseil national du Comité national d'organisation de la CERA. Donc vous êtes le président aussi ou bien oui, membre? Membre. Voilà. Je suis membre du Comité national d'organisation de la CERA, édition de 2019. Et nous vous remercions pour cette opportunité qui nous est donnée pour présenter la CERA d'une part, également inviter la population burkinabé à sortir pour participer à cette activité qui se veut un cadre de réflexion, pour la population. Alors, nous allons venir tout à l'heure à la CERA, mais avant, une question entre parenthèses. Déjà, vous savez que nous sommes dans le mois d'avril et que la chaleur est forte, et que lorsque nous sommes dans le mois d'avril, qu'il y a la chaleur et qu'on parle d'énergie, on pense déjà au délestage. Est-ce que cette année, on pourra tenir pour essayer d'atténuer le délestage pour les populations? Et la CERA, c'est un cadre aujourd'hui de réflexion et toutes ces questions auront des réponses. Donc, nous vous invitons à participer effectivement à ce cadre de réflexion et de résolution à prendre. D'accord. Le thème de cette 3e édition, c'est politique et innovation pour une transition énergétique réussie. Il s'agira de quoi? Il s'agira exactement de mener des réflexions autour de 2 panels de haut niveau. Un premier panel autour de la politique sur la transition énergétique et un deuxième panel de haut niveau toujours sur le financement de la transition énergétique. Ces panels seront animés par qui? Le panel sera animé par des hautes autorités. Et pour le premier panel, nous avons le ministre de l'Énergie du Burkina Faso et avec la ministre également de l'Énergie du Niger et d'autres autorités et d'autres personnes, pour ne pas dire des praticiens du monde entier, puisque nous avons aujourd'hui plus de 12 invités, des praticiens du domaine des énergies renouvelables qui vont venir animer ces panels et même de communication scientifique autour des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, pour ne pas dire autour des énergies. Voilà, avec toutes ces communications, quel est l'objectif que la 3e édition de la CERA veut atteindre? L'objectif de cette 3e édition, c'est de vraiment créer un cadre de réflexion et de partage d'expériences en vue de formuler des recommandations concrètes à l'endroit des différents acteurs du secteur des énergies. Les acteurs, nous savons que nous avons plusieurs types d'acteurs. Nous avons le secteur privé, nous avons les ONG, nous avons des institutions publiques également. Et donc, c'est un cadre vraiment de réflexion au profit de ces différents acteurs. Alors, en dehors de ces panels, quelles sont les autres activités au programme et puis qui est invité à la CERA? Toute la population burkinabé est invitée à la CERA. Et nous savons qu'aujourd'hui, la question d'énergie, nous n'avons pas une cible donnée, c'est tout le monde est concerné. Et le développement aujourd'hui, qui parle de développement, parle d'énergie. Sans l'énergie, il n'y a pas de développement. Donc tout le monde est convié à cette rencontre qui va s'articuler sur 2 points.
Et nous avons une partie réflexion scientifique, là où il y a les panels de communication scientifique, également des jeux concours. Et d'autres parties, ce sera l'exposition pour ne pas dire des technologies du domaine. Telles que l'énergie solaire. Telles que l'énergie solaire avec certains dispositifs aujourd'hui. Ici, ça sera un cadre, l'exposition sera un cadre également pour aujourd'hui les chercheurs, puisque nous savons au Burkina, il y a des recherches qui sont faites et il y a des solutions trouvées. Un cadre de partage d'expérience entre les différents acteurs professionnels du domaine. Oui, ça sera un cadre pour ces différents acteurs. Donc c'est du 4 au 7 avril 2019, ça sera où déjà? Ça sera au complexe des salles de conférence de Ouaga 2000. Merci M. Ibrahim Belem d'être venu sur ce plateau pour nous parler d'énergie. Ça sera donc du 4 au 7 avril 2019 pour la CERA. Merci. Okay, merci. Et nous poursuivons ce journal avec les ressortissants du village de Yuba, localité située dans la province d'Yatenga, qui, eux, se sont organisés en association pour le développement économique et social de leur localité, et ce depuis 10 ans maintenant. Ils ont tenu leur première assemblée générale de l'année ce week-end. Ils sont revenus sur les réalisations, notamment infrastructurelles, que l'association a initiées. Le compte rendu de Roméo Koeta. Après 10 années de service au profit des populations de Yuba, village dont ils sont originaires, c'est avec un grand satisfait que les membres de l'association Telitaba pour le développement économique et social de Yuba, ATDC, tiennent leur première assemblée générale ordinaire de l'année 2019. Une rencontre consacrée au bilan de leur réalisation. En une décennie, l'ATDC a pu construire et réhabiliter des infrastructures scolaires et sanitaires. Hormis la santé et l'éducation, il y a aussi les voies de communication. Le marché de bétail de Yuba, sur le plan régional, c'est le premier marché de bétail sur le plan régional. Sur le plan national, c'est le troisième marché. Mais il n'y a pas de voie d'accès. Donc le village, on s'est regroupé, on s'est donné la main dans la main pour réaliser un pont d'un coût total de près de 15 millions. L'apport personnel, c'est les ressortissants du village qui ont fait cet apport. On a fait la réception définitive en mois de février. Et je pense qu'on va faire l'ouverture officielle peut-être dans les jours à venir. Bilan satisfaisant certes, mais la TDC a de grandes ambitions. Dans le domaine éducatif, il y a encore d'énormes défis à relever, dira le président de l'association, qui pense à moderniser l'école du village en permettant aux élèves de disposer d'une bibliothèque numérique. On a essayé de construire les logements pour les enseignants. Ce qui est en projet là-bas, c'est les 4 salles de classe, plus une bibliothèque multimédia. Pour permettre aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ne peut pas évoluer sans les multimédias. Donc il faut que non seulement les enfants aient les livres physiques, mais qu'ils puissent avoir des livres en ligne pour pouvoir les lire et pour être quand même au niveau. Pour y arriver, l'association compte sur la contribution des fils et filles de Yuba et ceux de toute la province du Yatenga, car convaincu que l'État à lui seul ne pourra relever tous les défis de développement. Cette assemblée générale est aussi l'occasion pour les ressortissants de Yuba, village situé à une dizaine de kilomètres de Waigua, de se rencontrer en vue de resserrer leurs liens. Et pour terminer maintenant, direction la province du Nayala, précisément le village de Nifou, où les populations peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Elles ne seront plus obligées de parcourir des dizaines de kilomètres pour se faire soigner, et ce grâce à la Fondation Bank of Africa, la BOA, qui vient de doter ce village d'un centre de santé et de promotion sociale. L'infrastructure, qui a coûté près de 170 millions de francs CFA, a été inaugurée ce week-end. Abdelaziz Assari pour le compte rendu. C'est la fête au village. La fête pour marquer l'inauguration du centre de santé et de promotion sociale de Nifou dans le Nayala. Un rêve de plusieurs décennies devenu réalité pour les villageois. Composé entre autres d'une maternité, d'un dispensaire, d'une pharmacie et d'un forage, ce nouveau centre de soins vient ainsi mettre fin aux longues distances que parcourent les habitants de Nifou pour avoir accès à des soins. Vraiment, je suis très content d'avoir ce CSPS à côté de nous. Puisqu'avant, on part se soigner vers les 17 km ou bien 15 km. Quand on a eu ça, maintenant, on est très content. Je ne sais même pas comment, quand tu es content, tu ne sais même pas ce que tu vas parler encore. On remercie ceux qui ont pensé ça à nous. On est très content. On le remercie, Dieu va le bénir. D'une valeur de plus de 170 millions de francs CFA,
Ce centre de santé et de promotion sociale a été réalisé et équipé par la Fondation Bank of Africa. Il complète à 30 le nombre de CSPS dans la région de la Boucle du Moun. Au cours de l'exercice 2018, la BOA a intervenu pour plus de 500 milliards de francs CFA qu'elle a injectés dans l'économie. Si c'est vrai que nous faisons tout cela en prenant des intérêts peut-être sur nos clients, en faisant des profits, il était tout à fait normal que la BOA se montre donc une entreprise citoyenne, qu'il ne s'agit pas seulement de faire des profits, il faut dégager de l'argent sur ces profits pour intervenir, pour accompagner l'État qui ne peut pas tout faire dans le domaine du social, dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation. C'est pourquoi c'est une grande satisfaction pour nous de voir que ces infrastructures ont été bien accueillies par les populations de Nifou et environnants. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir inaugurer ce CSPS qui du même coup est un respect de cet engagement qui a été pris. Je voudrais donc profiter de votre micro pour dire merci à la Fondation BOA qui a permis de réaliser ce joyau. J'appelle du même coup les populations bénéficiaires à en faire un très bon usage. Des infrastructures acquises reste le défi de la bonne gestion. Le médecin-chef du district sanitaire de Thomas s'engage. Nous allons en tout cas mettre tout à notre disposition pour que ce CSP soit fréquenté et que aussi la santé de la population soit améliorée à travers ce joyau que la Banque BOA a aussi facilité vraiment sa construction. Pour faciliter l'évacuation des malades jugés cas graves, le CSPS a bénéficié d'une moto-ambulance. L'autre doléance transmise par les habitants de Nifou aux bienfaiteurs est la réhabilitation des voies d'accès à leur village. La Fondation Bank of Africa promet de donner une suite favorable à cette demande. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information à retenir sur le continent, c'est qu'en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika vient de démissionner. C'est donc une page qui se tourne dans ce pays. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30 à la même heure pour une autre session d'information.